Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre rendez-vous européen proposé par l'Europe Direct Strasbourg. C'est un plaisir de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Pour cette émission de rentrée, nous recevons la députée européenne Claire Fittard. Bonjour Madame Fittard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc députée européenne socialiste, élue lors des élections de juin 2024, donc l'année dernière, ici au Parlement européen. Vous siégez au sein de la Commission des affaires économiques et monétaires. Vous êtes également impliquée dans la Commission de l'agriculture, si j'ai bien suivi, et êtes vice-présidente de la délégation avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, qu'on appelle ACP. C'est bien ça. Tout à fait. Vous êtes aussi élue régionale en Occitanie. Votre parcours vous a donc conduite des responsabilités locales aux grands enjeux européens. Il y a sans doute plus de liens qu'il n'y paraît et nous y reviendrons très certainement au cours de notre échange. Alors Madame Fittard, nous vous rencontrons aujourd'hui à Strasbourg à l'occasion de la session plénière de rentrée, marquée par un rendez-vous incontournable de la vie institutionnelle européenne, le discours sur l'état de l'Union, prononcé le 10 septembre par Ursula von der Leyen au début donc de son second mandat. C'est son premier discours sur l'état de l'Union qu'elle doit prononcer chaque année. Alors c'est un moment emblématique de la démocratie européenne, car Ursula von der Leyen y a présenté à la fois son bilan et un discours d'orientation pour l'avenir. Malheureusement, cet exercice reste assez méconnu du grand public, que ce soit européen, mais français également. Ce sera donc l'occasion avec vous d'y revenir. Mais avant cela, donc, j'aimerais que nous parlions de votre parcours et de cette première année passée au Parlement européen. Vous avez donc été élu pour la première fois l'année dernière, après un engagement politique en Occitanie. Donc après un an entre Strasbourg, Bruxelles et Groët, je crois votre ville du Tarn, quel regard portez-vous sur vos premiers pas d'eurodéputé ? Alors juste vous dire que ma commune, elle s'appelle Groët. Groët. L-H en occitan, ça se prononce «yeux» et pas «le», mais on ne peut pas le savoir si on n'est pas occitan. C'est intéressant pour nous les Alsaciens, avec tous nos noms de communes. Je comprends que déjà on se trompe, mais je ne savais pas. Merci beaucoup. Non, c'est avec plaisir. Et donc voilà, vous avez reconnu l'accent tarnais qui est le mien, puisque je suis vraiment une tarno-tarnaise. Bien écoutez, c'est vrai que c'est un mandat assez extraordinaire, celui de députée européenne. Et au bout d'un an, moi j'ai fait campagne il y a un an sur une liste qui s'appelait Réveiller l'Europe, portée par le Parti socialiste et Place publique. Et je pense que le premier constat, c'est d'abord les événements nous ont donné raison. Trump est arrivé à la tête des États-Unis et nous étions véritablement dans cette crainte il y a un an et dans cette volonté de réveiller cette Europe pour qu'elle se protège, notamment nos populations, mais aussi notre économie, nos valeurs démocratiques qui sont très importantes dans l'idéal européen, mais aussi bien entendu protéger la paix, qui est l'ambition historique de l'Europe. Et dans mon quotidien, alors que l'Europe peut paraître très éloignée de nos concitoyens, moi, il y a de plus en plus d'interlocuteurs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit aussi des personnes impliquées dans des associations, me disent « mais que peut faire l'Europe pour nous ? Nous en avons besoin. » Tout le monde sent bien le moment de gravité. Et je crois que ce mandat-là, moi, je en tout cas inscrit dans cette volonté de retrouver une Europe souveraine, une Europe puissante. Et le combat, il est à mener. Et moi, vraiment, mon quotidien, il est de construire dans tous les dossiers que je porte et dans tous les discussions, que ce soit autant au niveau européen qu'aussi dans sa déclinaison locale, parce que je pense que c'est très important de faire exister l'Europe. Justement, vous avez connu donc cette échelle régionale, vous la connaissez toujours, vous avez dit que vous êtes vraiment une tarno-tarnaise. L'échelle régionale, l'échelle européenne, quels sont pour vous les liens que vous faites entre ces deux dimensions de l'action publique ? Alors, il y en a deux. Le plus important, c'est d'avoir les pieds bien ancrés dans la terre et de rester dans ce quotidien de nos concitoyens. Donc ça, pour moi, ça c'est très important. Et puis la deuxième chose, c'est que les régions, que ce soit en France, mais dans toute l'Europe, ce sont des échelons vraiment des interlocuteurs de l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle conçoit aussi son fonctionnement en s'appuyant sur les régions. Donc par exemple, les régions, elles gèrent tout un tas de fonds européens, fonds de cohésion,
cohésion, FEDER, FSE. Il y a une déclinaison territoriale avec des adaptations en fait au contexte local, mais c'est bien ça, comment on fait cette Europe de proximité et du quotidien avec des interlocuteurs qui ont l'habitude du contexte spécifique régional. Donc le lien il se fait toujours et autant bien j'essaye du bas vers le haut, c'est-à-dire faire remonter les préoccupations, être un peu l'accent d'Occitanie à Bruxelles et à Strasbourg, mais aussi expliquer sur le terrain ce qui se passe au niveau européen et surtout comment mieux mobiliser les fonds européens, mieux mobiliser l'influence européenne pour eh bien, porter une Europe plus juste, une Europe plus solidaire dont nous avons tant besoin. Et on le verra au cours de notre échange, il y a des questions budgétaires aussi qui vont avoir un impact dans ces politiques régionales. Alors passons à l'actualité immédiate de cette session plénière, c'est ce discours sur l'état de l'Union de Madame von der Leyen. Europe is in a fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves. Make no mistake, this is a fight for our future. So my pitch today is a pitch for unity. Unity between member states. Unity between European institutions. Unity between the pro-European democratic forces of this House. Alors voici l'introduction de Madame von der Leyen hier, un discours un peu de combat. Il faut que l'Europe se batte pour ses valeurs. Alors j'aimerais avoir un petit peu votre regard sur ce 5e discours sur l'état de l'Union, mais le premier prononcé dans cette législature. Un discours qui intervient donc à un moment crucial, marqué par un scénario mondial de plus en plus instable. Qu'en avez-vous retenu, vous, personnellement ? Alors, c'est un sentiment très partagé, c'est-à-dire qu'il y a... le moment est un moment de gravité. On venait d'apprendre que des drones venaient de pénétrer sur l'espace aérien polonais. Donc un acte très fort et très grave pour la suite, qui n'est qu'un épisode de plus dans cette instabilité géopolitique et bien entendu ce contexte de guerre sur le continent européen, mais bien entendu avec beaucoup d'autres scènes de guerre affreuses dans le monde. Donc il y a clairement des avancées et, vous l'exprimez, ce ton offensif, notamment sur la scène internationale, pour moi a été extrêmement apprécié avec de vraies propositions, notamment au niveau international, mais aussi, moi, des sujets sur lesquels je suis très attachée. Le logement, c'est le quotidien de nos concitoyens. C'est ce qui pèse aujourd'hui de plus en plus dans notre pouvoir d'achat. Donc l'Europe, elle a son rôle à jouer sur ce dossier-là. Il y a des annonces qui ont été faites. Là aussi, sur la souveraineté énergétique, par exemple. Ça aussi, c'est le quotidien. Nos factures d'électricité, elles ont beaucoup augmenté. Mais à la fois, donc, comment on fait, on améliore la vie des gens et comment aussi on devient indépendant avec notamment des énergies plus renouvelables, plus durables, parce que c'est un enjeu d'abord de souveraineté, bien entendu de durabilité environnementale, mais aussi de souveraineté. Mais vous savez, en politique, c'est comme un amour. Il y a les déclarations d'amour et puis il y a les preuves d'amour. Et objectivement, et c'est là mon sentiment partagé, moi j'attends les actes. Et il y a eu véritablement des actes contradictoires avec les affirmations qu'elle a posées hier matin. Et par exemple, l'un des actes pour moi qui a été totalement contradictoire par rapport à ce qu'elle a annoncé, c'est cet accord avec les États-Unis. Cette vassalisation par rapport à Trump, si vous voulez, on y reviendra, mais ça c'est un acte contradictoire par rapport à ce qui a été dit. Et l'autre acte, c'est aussi un sujet d'actualité, le budget. Ça c'est les preuves d'amour. Il y a l'ambition qu'on se donne avec des orientations politiques, mais ensuite il y a les moyens qu'on met pour permettre d'atteindre ces objectifs ambitieux. Et si nous n'avons pas les moyens, on biaise totalement et on s'enferme parce que nous sommes dans une crise démocratique aujourd'hui en Europe, dans le monde. Donc donner confiance aux gens, c'est respecter la parole que nous avons. Et là, je ne voudrais pas qu'il y ait de belles déclarations
et ensuite soit des actes contradictoires, encore une fois, ou en tout cas pas les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, elle a évoqué certaines priorités, vous en avez parlé, on continue le renforcement du soutien à l'Ukraine. Il faut rappeler, et c'est ce qu'elle a dit, que l'Union européenne est le premier bailleur de fonds et le premier soutien à l'Ukraine depuis la guerre d'agression de Poutine. Elle a également parlé de Gaza avec des mesures que entend prendre l'Union européenne, mais comme on le sait, il faut que les chefs d'État derrière suivent. Il y a les relations commerciales avec les USA sur lesquelles on va revenir. Il y a la compétitivité aussi, le maintien du cap climatique. Donc il y avait beaucoup de choses. Il y a un terme qui n'est pas revenu, par exemple, c'est l'agriculture. Je n'ai pas entendu le terme agriculture alors que vous êtes quand même attaché déjà en tant que venant d'un milieu rural. Ça vous a pas surpris que la question agricole ne soit pas soulevée dans ce discours ? Alors, je l'ai lu très attentivement et il y a bien le terme d'agriculture dans le discours, mais bien évidemment que ce n'est pas suffisant. Et moi, je porte aussi un combat très important qui sont d'ailleurs en lien avec ce qu'on a vu en termes d'épisodes terribles durant l'été avec ces feux qui ont envahi le sud de l'Europe. Alors bien sûr que ce sont des phénomènes que nous connaissions, mais pas avec cette ampleur, et on voit bien que le réchauffement climatique accélère et augmente les conséquences. Nous voyons bien que notre agriculture, c'est nourrir, bien entendu, d'abord nos populations, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une vraie logique d'aménagement du territoire. Et là où il n'y a plus d'agriculture parce que la rentabilité n'est pas assurée, parce que nos agriculteurs n'ont pas les revenus suffisants pour pouvoir vivre de leur travail, eh bien, il y a cette dévastation par ces phénomènes, notamment les incendies. Donc il faut aussi que nous reconnaissions cette agriculture méditerranéenne avec ce rôle, bien entendu, pour nourrir, mais aussi pour aménager et prévenir et s'adapter, bien entendu, au réchauffement climatique. Donc oui, vous avez raison, ça n'a pas eu la place que notre agriculture mérite, surtout que la colère est immense dans toute l'Europe. Alors, vous savez, le mouvement de colère des agriculteurs en France, il est parti de ma région, d'Occitanie, parce que c'est là où nous avons les revenus moyens agricoles les plus faibles de France. Et pourquoi ? Parce que nous avons, en raison notamment de notre climat, les rendements les moins importants. Et aujourd'hui, l'agriculture européenne telle qu'elle est pensée, eh bien, vous savez, c'est 80% des subventions qui vont à 20% des exploitants agricoles. Donc on voit bien qu'il y a un manque de redistribution et notamment dans ces régions comme la mienne où nous n'avons pas les mêmes prises en compte des spécificités territoriales. Donc l'agriculture, et il y a eu des annonces au mois de juillet sur la future PAC qui interviendra à partir de 2028. Donc oui, ça fait partie des regrets. On reviendra encore un petit peu sur l'agriculture tout à l'heure. On va rester sur le discours sur l'état de l'Union, sur les questions des accords commerciaux, puisqu'ils ont été négociés au mois de juillet avec M. Trump en Écosse. Alors l'Union européenne a conclu donc cet accord commercial avec les États-Unis. Comment le jugez-vous, sachant que j'imagine bien que ce n'est pas positif. Non, c'est un déséquilibre flagrant. Les États-Unis imposent 15% de droits de douane et concernant une majorité de produits américains, l'Union européenne n'en impose aucun. Donc on est dans ce déséquilibre fondamental, mais au-delà, il y a un autre aspect qui est très important. Donc dans le deal, maintenant c'est un terme qu'on utilise fréquemment, il y a le fait que l'Union européenne va acheter des hydrocarbures, notamment aux États-Unis, et investir aux États-Unis. Ça va en contradiction totale avec les recommandations du rapport Draghi et l'État que nous avons eu il y a un peu plus d'un an, où la recommandation et surtout le constat, d'ailleurs assez accablant, c'est que nous avons un besoin crucial d'investissement au sein de l'Union européenne. Plus de 800 milliards d'euros
indispensable en termes de réindustrialisation de l'Union européenne, de production en fait. Il y a aussi donc cette logique-là. Donc voilà, la contradiction, et ça faisait partie des actes contradictoires que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je me bats pour que la France, elle puisse défendre, bien sûr, l'ensemble de ses industries, notamment qu'elle a perdues, mais ça, c'est valable, bien entendu, au niveau de l'ensemble du continent européen et de l'Union européenne. Là, on ne remplit absolument pas nos objectifs et on va même à l'encontre des besoins européens. Mais elle se défend en disant qu'elle a négocié le meilleur accord possible. On ne peut pas totalement lui donner tort dans le sens où, effectivement, si on regarde par rapport au reste, il y a des exemptions à ces 15%. Ces 15%, c'est tout compris, alors qu'avec le Royaume-Uni, il y a encore d'autres taxes qui se rajoutent. Il y a des limites, il y a des quotas, là, il n'y en a pas, etc. L'idée sur le point sur lequel elle se défend, c'est qu'elle apporte, grâce à ça, une forme de stabilité commerciale avec les États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Elle dit, moi, voilà, c'est négocié, c'est un bon accord parce que c'est le meilleur possible et en plus, ça apporte une stabilité. Je respecte le travail effectué, mais je suis en totale opposition avec cette analyse. Moi, je pense que par définition, avec un populiste comme Donald Trump, il ne peut pas y avoir de stabilité dans les relations. D'ailleurs, au lendemain même du deal conclu, il y avait déjà une remise en cause par Trump, à nouveau, de toute la réglementation numérique que nous portons au niveau de l'Union européenne. Et ça a été clairement affirmé hier, et ça, c'est très important, que nous ayons cette souveraineté numérique encore à affirmer et à construire, mais en tout cas qu'il n'y aurait pas de retour en arrière sur notre réglementation. Vous parlez de ce fameux DSA, donc le Digital Service Act. Donc nous, on a des règles et les entreprises américaines devront s'y soumettre. Et en fait, l'attaque de Trump, ce n'est pas une guerre commerciale, c'est une guerre politique en fait sur les valeurs, c'est une attaque de notre modèle démocratique. On le voit bien, il y a soi-disant un accord économique qui est conclu, mais au lendemain, il y a à nouveau des attaques sur d'autres aspects qui peuvent paraître économiques, mais qui sont éminemment politiques sur le modèle que nous voulons porter, notamment avec cette conviction démocratique qui est l'identité européenne, qui n'est pas du tout portée par Trump, parce qu'il y a une alliance, ça le terme, il est, je pense, vraiment évident, transatlantique, entre Donald Trump et les populistes européens. Donc ça, ils ne veulent pas d'Europe, ils veulent attaquer l'Europe. Donc il n'y aura pas de stabilité avec les États-Unis tant que Trump sera au pouvoir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle Ursula von der Leyen a défendu l'accord qu'elle a négocié avec certains pays d'Amérique du Sud, ce qu'on appelle l'accord du Mercosur, notamment avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay. Dans ce contexte de tension commerciale avec les États-Unis, elle dit, ben voilà, moi je propose de nouveaux accords avec de nouveaux partenaires. Pourtant, là aussi, vous et votre famille politique êtes assez opposés au Mercosur. Il y a la proposition en soi du Mercosur qui est véritablement, nous le pensons, à l'encontre des intérêts européens, que ce soit pour nos agriculteurs, parce que les importations, en fait, venant du Mercosur, c'est essentiellement des importations agricoles. Donc, véritablement, ça mettrait en danger, c'est un sacrifice de nos agriculteurs et de nos territoires. Mais il y a aussi un danger sanitaire, parce que les normes déjà sociales, mais aussi environnementales de ces pays ne sont pas du tout comme les nôtres. Donc il y aurait une mise en danger de nos concitoyens avec les produits consommés. Donc ça, c'est le fond, bien sûr, avec les risques intrinsèques. Mais au-delà, c'est la vision de l'Europe que nous voulons porter. Ce libre-échange, sans aucune exigence de réciprocité, c'est de la concurrence déloyale. Alors que le projet, pour moi, pro-européen, c'est celui de la souveraineté, mais aussi de la protection de la paix, de nos valeurs démocratiques, mais aussi très concrètement de nos productions agricoles, de nos productions industrielles. La droite européenne, elle a construit un continent de consommateurs. C'est important. C'est important. Rappelez, c'est un marché de 450 millions. Exactement. Et c'est un pouvoir. Mais ce pouvoir-là, nous devons le mettre au service de nos populations pour pouvoir, là, véritablement, redevenir un continent de producteurs. C'est ça, la souveraineté et l'indépendance. C'est redevenir producteurs. Nous avons vécu des vagues de désindustrialisation massive. Nous sommes à la veille
du même danger concernant notre agriculture. Les revenus de nos agriculteurs ne sont pas suffisants pour leur permettre d'avoir des perspectives et donc de s'engager dans, à la fois, en effet, il y a une adaptation indispensable qui exige des moyens, mais il y a aussi cette ambition de nourrir l'Europe. Moi, je ne pense pas qu'on ne puisse que se tourner vers les pays tiers, vers l'extérieur. Je ne suis pas contre les échanges. Au contraire, moi, je suis internationaliste. Hein, je pense sincèrement que les échanges sont importants, que ce soit entre femmes et hommes, entre populations, mais bien entendu de biens, de services. Mais il faut que nous soyons dans une lutte contre cette concurrence déloyale dont l'Europe souffre aujourd'hui. Donc, ce que nous exigeons à nos concitoyens, il faut que nous puissions l'exiger de toutes nos importations venant de pays tiers. Il n'y a pas un risque d'isolement, je dirais, économique, finalement, si on se protège comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour nos producteurs de ne pas pouvoir exporter comme ils le souhaiteraient? Non, je ne pense pas, parce que, justement, utilisons ce pouvoir d'être des 450 millions de consommateurs. C'est un vrai pouvoir économique dont aujourd'hui nous ne nous servons pas. Pas assez en tout cas. Et donc je pense que c'est sur ce mandat-là qu'on doit enclencher ce combat-là. Au niveau de l'Union européenne, on va peut-être expliquer à nos auditeurs, il y a des budgets annuels, mais il y a surtout un cadre financier pluriannuel qui fixe un peu le contour de ce budget qui est en négociation. La Commission a présenté son projet de cadre financier pour 2028 à 2035. Quelle est votre position, vous, sur cette proposition? J'ai cru comprendre qu'elle était pour vous pas suffisante. Et en quoi souhaiteriez-vous la faire modifier? Oui, donc voilà, ça c'est l'épreuve d'amour. Hein, et donc, vous avez raison d'insister sur le fait que c'est une vision pluriannuelle. Donc, et d'ailleurs, en tant que parlementaire, notre véritable capacité d'influence, elle est sur cette pluriannualité. Hein, parce qu'il y a encore un peu de déficit démocratique au niveau de l'Union européenne et le Parlement n'a pas la même influence sur les budgets annuels que sur les budgets pluriannuels. Donc là, on parle de la période 2028-2034, hein, donc ça peut paraître loin, mais en fait c'est demain. Et en effet, pour nous, mais vous savez, le Parlement a été très sceptique, hein, unanimement a reçu avec beaucoup de froideur cette proposition budgétaire, parce que d'abord, il y a l'ampleur. Il y a l'ampleur du budget. On parlait tout à l'heure des questions agricoles. Vous savez, grosso modo, jusqu'à présent, le budget de l'Union européenne, c'était 3 tiers. 1 tiers les politiques agricoles, 1 tiers les fonds de cohésion, donc FEDER, FSE, qui viennent sur les territoires, et un dernier tiers où il y avait l'ensemble des autres politiques. Donc, on voit bien l'importance de la politique agricole commune. Et là, dans ce premier budget, il y a une baisse de plus de 20% des crédits alloués à la politique agricole. Donc, ça, c'est inacceptable. Et c'est d'autant plus inacceptable qu'il y a aussi cette proposition. Moi, je suis une Européenne convaincue. Alors, je suis aussi une décentralisatrice. Je crois qu'il faut adapter localement des ambitions communes européennes. Mais on ne peut pas être dans une renationalisation. C'est un peu technique, peut-être. Mais il faut avoir en tête que la Commission, là, elle a proposé de dire, eh bien, on fait ce budget, mais en termes de modalités, on va renationaliser l'ensemble des fonds européens et les États membres, ils pourront, puisque les fonds seront fongibles, décider de donner bien ce qui était à l'agriculture, en donner plus sur la défense, par exemple, ou inversement, puisque ce serait à la discrétion des États membres. Donc on est bien sur un recul de cette ambition européenne. Et il y a aussi une menace. Moi, je suis élue dans une région où je pense que c'est important d'avoir cette gestion aussi des fonds européens dans les régions. Et certains États membres pourraient remettre en cause aussi cette gestion de proximité. Donc, il y a à la fois sur le volume, et l'exemple sur les politiques agricoles, je pense que c'est le plus marquant. Moi, le fond de mon engagement, c'est la lutte contre l'extrême droite et tous les populismes. Faire en sorte que nous ayons moins de moyens à donner à nos territoires, que ce soit pour les politiques agricoles, mais que ce soit aussi pour les crédits d'investissement, c'est se donner encore aux populistes. Donc ne donnons pas d'arguments pour pouvoir justement faire monter ces populistes qui vont attaquer l'Europe et surtout nos valeurs démocratiques et monter les populations les uns contre les autres. Donc
non, ce n'est pas une bonne copie, il faut la revoir. Si on parle des populistes et de l'extrême droite, ça peut aussi nous amener à parler de la situation politique en France. J'aimerais revenir un petit peu sur l'actualité française. Après le vote donc de confiance qui n'a pas été donné à François Bayrou et sa démission, comment percevez-vous le climat politique en France? Et selon vous, cette instabilité, a-t-elle un impact aussi sur le poids un peu de vous en tant que député français? Est-ce que vous ressentez quelque chose de cette instabilité que nous avons depuis 2 années en France? Ah oui, il y a des conséquences dans tous les domaines. Il y a une conséquence au niveau européen. La France a perdu de son influence. C'est très clair. Donc, bien sûr que du coup, ça complique le travail pour tout le monde. Mais vous savez, cette instabilité, elle a des conséquences économiques, elle a des conséquences sociales, elle a des conséquences démocratiques. Pour moi, il n'y aura pas de stabilité sans justice. Parce que depuis 8 ans, bien, le mandat d'Emmanuel Macron, il est marqué par des injustices sur lesquelles il ne veut pas revenir. Donc, il faut qu'il y ait des pas significatif vers plus de justice pour gagner en stabilité. Je le pense possible. Pour revenir à une forme de stabilité, il a proposé donc comme Premier ministre M. Sébastien Lecornu. Il parle d'une nouvelle méthode. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut peut-être aussi vous dire, vous êtes proche de Carole Delga, hein, si je me trompe pas. Vous, en tant qu'élu socialiste, est-ce que vous croyez à cette nouvelle démarche, à cette idée de construire une forme d'accord démocratique? Alors, il y a clairement une rupture de confiance. Emmanuel Macron n'a pas respecté le vote issu des urnes il y a un peu plus d'1 an à la suite de la dissolution qu'il a voulu. Donc, bien sûr qu'il y a une rupture de confiance. Là, il réitère, il ne respecte pas le vote d'il y a 1 an. Donc, il nomme un de ses proches. Donc, non, il n'y a pas de confiance. Mais par contre, il y a cette responsabilité en tant que femme politique et cette quête de stabilité dont je vois bien les graves conséquences de l'instabilité politique française partout, bien sûr en France pour notre quotidien, mais aussi au niveau européen, mais aussi du coup au niveau mondial. Donc moi je suis en quête de stabilité et cette responsabilité elle exige d'être à l'écoute et moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait un dialogue et qu'on arrive à trouver un compromis. On y arrive au niveau européen sur un certain nombre de propositions, de dossiers dans le sens de la construction européenne, quand la droite ne s'allie pas à l'extrême droite et trahit ce pacte-là. Donc on sait bien que c'est extrêmement fragile et de plus en plus fragile depuis 1 an au Parlement européen. Mais non, moi je serai là toujours pour être en responsabilité et vers cette stabilité dont nous avons besoin pour faire des gains pour nos populations et lutter contre les injustices. Je veux dire, cette réforme des retraites, elle a été ultra majoritairement contestée par les Français. Ça, il faut que notre président de la République il l'entende. Cette injustice fiscale qui fait que les fortunes françaises elles ont doublé leur patrimoine durant les mandats d'Emmanuel Macron, alors que la majorité de nos concitoyens ont vu baisser leur pouvoir d'achat. Et parce qu'il y a eu une forte inflation. Enfin, je veux dire, tout passé par des périodes un peu extrêmement compliquées. Difficiles, mais c'est pas possible qu'il y ait eu un creusement des inégalités et pas d'action public, volontariste, pour réduire ces inégalités, parce qu'on est sur cet enjeu démocratique d'acceptabilité. Alors je terminerai par une dernière question. Voilà, on est quand même encore au début de mandat, il reste 4 années de mandat européen. Vous avez une ambition personnelle, un sujet sur lequel vous voudriez travailler, suivre ici, que vous voudriez suivre ici au Parlement européen, pour les pros dans lequel vous souhaiteriez vous investir? Ah oui, alors j'en ai plein. Mais ma conviction, c'est de dire, moi je serai toujours à l'écoute aussi de nos concitoyens qui m'entourent pour porter leurs projets. Parce que l'Europe, c'est aussi porter un projet d'infrastructure, par exemple de mobilité, notamment dans le sud de la France, qui a été en déficit d'investissement. C'est aider une entreprise à créer plus d'emplois, à innover, quel que soit le domaine, sur des activités traditionnelles comme émergentes. C'est aider une association qui veut justement travailler sur cette dimension européenne transfrontalière dans le domaine de la culture. Voilà, ça c'est pour moi cette écoute-là et cette proximité
fiscalité, ce sera toujours majeur durant tout mon mandat, mais comme je le disais tout à l'heure, cette agriculture méditerranéenne, reconnaître que nous avons cette spécificité avec l'eau qui nous manque tant et qui demande d'être si innovant, à faire confiance à nos agriculteurs, mais aussi la justice fiscale. J'intervenais hier sur la taxation des services numériques. Oui, je disais les patrimoines français qui ont doublé pour les plus riches dans notre pays, mais les GAFAM et toutes ces plateformes numériques qui ont engrangé des bénéfices, mais records chaque année, là, nous avons besoin, même si les États-Unis se sont retirés justement de l'accord fiscal porté par l'OCDE, là, l'Europe, elle doit être souveraine et taxée pour pouvoir justement avoir ses ambitions. Parce que moi, j'ai des ambitions, mais je sais aller chercher les moyens. Et ce n'est pas les entreprises qui sont dans notre quotidien, nos PME, nos retraités, à payer ces ambitions. C'est là où il y a justement une accumulation, une production de richesses, et notamment sur les services numériques. On va suivre ces 4 prochaines années et voir un petit peu comment cette politique fiscale au niveau européen va pouvoir jouer un rôle, parce qu'on sait que c'est assez compliqué au niveau de la fiscalité, au niveau européen. J'aimerais terminer par une rubrique un petit peu plus légère que l'on fait traditionnellement dans cette émission. Alors je vous propose ce qu'on appelle un entre-deux, des choix rapides, instinctifs je veux dire, pour mieux vous connaître. Entre nous, entre deux. Alors, travailler dans le calme ou avec un fond musical ? Alors, le fond musical que j'adore, c'est les chants des oiseaux dans ma campagne tarnaise. Mais je ne suis pas du tout contre un bon rock là, bien puissant pour se donner la pêche quand il y a des sujets qui exigent de la détermination. Écrire à la main ou vous êtes plutôt sur un clavier ? J'ai encore mon stylo toujours dans mon sac avec mon petit carnet pour noter toutes mes idées. Mais clairement, là, maintenant, je suis agenda numérique. J'ai dû me mettre à tous les réseaux sociaux parce que ça fait partie du travail aussi, communiquer ses idées. On va rester sur le numérique. Plutôt lecture du journal papier ou lecture numérique ? Le fait que je me déplace tant m'a obligée de passer aux journaux numériques. Mais moi, je suis fille de libraire qui tenait aussi une maison de la presse. Donc, je suis très attachée au journal papier en vacances, quand je peux m'acheter le journal et le lire comme ça en buvant le café papier. Je me régale. Alors, un repas entre collègues européens ou un dîner avec des citoyens locaux ? Alors, quand je suis à Strasbourg, à Bruxelles, là, c'est forcément avec des collègues européens, mais c'est avec grand plaisir. Et puis surtout, il y a ce multiculturalisme que je découvre, donc c'est de belles rencontres. Mais bien sûr que dans mon Occitanie, avec tous les copains que du coup, dans tous les départements, puisque je le sillonne depuis longtemps, autour de nos bons produits locaux, évidemment. J'allais vous poser la question, ce serait plutôt une choucroute alsacienne avec vos collègues ou avec un verre de Riesling ou une paella espagnole avec un vin de votre région ? La paella, je m'excuse, mais je n'arriverai pas à m'en défaire. Et alors le vin, vous savez que l'Occitanie, c'est le premier vignoble au monde en production sous signe officiel de qualité. Donc, voilà, tout à fait. Vous êtes plutôt agriculture bio ou circuit court ? Faut pas opposer. Moi, je suis tout. Non, faut pas opposer parce que ça me choque toujours qu'on monte les uns contre les autres si on est obligé de faire des choix. Moi, je veux que tout le monde puisse avoir en proximité. Et selon les produits, moi, je trouve pas forcément un bio ou je trouve pas forcément un circuit court. Mais bon, tant que c'est dans un périmètre transfrontalier de Méditerranée, j'ai l'impression que quand même c'est pas trop loin. On revient au Parlement européen. Vous demandez plutôt un pain au chocolat ou une chocolatine ? Une chocolatine. Ah non, ça n'existe pas chez moi, les pains au chocolat. Ici, vous serez plutôt pour écouter le discours sur l'état de l'Union ou le futur discours de politique générale, s'il y en a un, de Sébastien Lecornu ? Ah non, état de l'Union. Je suis députée européenne. Football ou rugby ? Rugby.
Mer Méditerranée ou Océan Atlantique, il y a les deux chez vous. Oui, mais non, moi, la région Occitanie, elle n'a que la mer Méditerranée. Elle n'a pas, mais vous savez, bien sûr, c'est tout près, non, mer Méditerranée. Mer Méditerranée. On voit toutes mes connaissances géographiques aujourd'hui. Pour les journées du patrimoine, alors on va rester très local. Si vous étiez à Strasbourg, vous iriez visiter le Palais des droits de l'homme, qui fête ses 30 ans, ou une visite insolite de la cathédrale de Strasbourg. Oh, c'est dur le choix que vous me proposez. Le Palais des droits de l'homme. Parfait. On invite nos auditeurs à s'inscrire pour aller visiter le 21 pour les Journées du patrimoine, le Palais des droits de l'homme. Alors, merci Madame Fita pour cet échange riche et varié. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site web de nos radios et sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et vive l'Europe.